que le troisième trait de notre monde nouveau, c'est le commencement du règne de l'énergie atomique qui apporte à tous les hommes à la fois d'immenses possibilités de progrès et une terrible menace. Nous savons ainsi par ce discours que le général de Gaulle avait toujours en tête le projet d'obtenir l'énergie atomique. À la fin des années 1950, seuls les États-Unis et l'Union soviétique disposaient de cette arme de dissuasion. Le Royaume-Uni aussi, mais sous la tutelle états-unienne. La France ne pouvait donc pas rivaliser avec les grandes puissances de l'époque. De la même façon que l'ONU faisait pression sur la France pour qu'elle stoppe les essais nucléaires qu'elle effectuait dans le Sahara algérien. Diplomatiquement parlant, la France était donc isolée dans le concert des nations. À partir de 1959, les généraux avaient retenu des sites souterrains sur le territoire métropolitain, dans les Alpes et les Pyrénées, pour y effectuer des essais nucléaires. Mais cela paraissait difficile, compte tenu des études géophysiques trop longues avant de lancer les premiers essais. Du côté algérien, la nouvelle constitution de la Ve République fixait un référendum afin d'obtenir le futur statut de l'Algérie. Malgré la pression du FLN algérien, le référendum a lieu et 96% de oui s'exprimèrent en faveur de la France. Ainsi, De Gaulle réussit à rallier tous les partisans de la France. En revanche, il n'a pu faire adhérer le FLN à sa politique et le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle devient le premier président de la Ve République et établit le plan Châle en février 1959 pour démanteler le réseau FLN et écraser toute opposition à l'Algérie française. Mais les semaines passent et le FLN n'abandonnait pas le combat malgré le oui pour une Algérie française. C'est alors que De Gaulle envisage la perte du territoire algérien en commençant par la recherche d'autres sites nucléaires dans les territoires ultramarins. Le 16 septembre 1959 est un tournant dans l'histoire de l'Algérie, car De Gaulle reconnaît officiellement la perte de l'Algérie française. Dans son discours, il exprime la volonté de laisser les Algériens, je cite, « décider de leur destin, une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause ». Par ce discours, le président de la Ve République avait lancé l'idée qu'il puisse y avoir une Algérie indépendante. Une pensée inconcevable pour les Français d'Algérie qui l'avaient rappelé au pouvoir. Cependant, à ce moment-là, De Gaulle n'avait pas encore trouvé le site nucléaire pour ses prochains essais nucléaires dans le cas où l'Algérie deviendrait indépendante. La trouvaille des sites ne s'est confirmée que bien plus tard, en 1960 et 1961. Dans ses travaux, Jean-Marc Regnault cite le général Thierry, qui écrit au nouveau délégué ministériel à l'armement, le général Gaston Lavaux. Voici ce qu'il dit. « J'ai fait le point des études entreprises en vue de rechercher un site utilisable pour les expériences thermonucléaires aériennes. Si on élimine le centre de Reagan, bien qu'il eût été normalement utilisable, on constate qu'il n'existe que 3 régions du monde de dépendance française où il soit possible d'aménager un site convenable. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. » Cette lettre est datée de mai 1961. Le général Thierry affirme par la suite les avantages offerts par le site polynésien malgré l'éloignement de la métropole. La Nouvelle-Calédonie, en revanche, par sa proximité avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, alliées de l'Angleterre et donc des États-Unis, risquait d'avoir des pressions politiques et notamment l'interdiction des tirs. Le général Thierry résume la situation de cette manière. La Polynésie offrirait peut-être le moins de prise à des campagnes hostiles ou à l'émotion mondiale, encore qu'on ne doive nourrir aucune illusion à cet égard compte tenu du mode de tir envisagé. Contamination de type mondial. La Réunion apparaît comme le site le plus pratique et le moins onéreux.
La Nouvelle-Calédonie est à retenir comme région de remplacement. Voici comment a évolué la recherche des sites nucléaires. Cependant, en 1959, tandis qu'il procédait lentement à la séparation avec l'Algérie et avec les territoires d'Afrique noire, De Gaulle recentrait son intérêt dans les 3 territoires du Pacifique. À partir de la fin d'année 1959, plus les recherches des sites pour des essais nucléaires étaient précises, plus le général de Gaulle envisageait l'indépendance de l'Algérie et plus le contrôle des territoires du Pacifique se faisait sentir. Le contrôle et la tentative de fraude dans les territoires français du Pacifique. Alors tout d'abord, nous allons nous focaliser sur la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. En 1957, pour la première fois en Polynésie française, le vice-président du conseil de gouvernement est un député tahitien du nom de Povana. Lors du référendum pour la Constitution du 28 septembre 1958, Povana fait campagne pour le non. Mais 64% des voix se prononcent pour le oui. Pour échapper à une opposition gênante, en octobre 1958, la France accuse Povana d'avoir provoqué des incendies dans Papeete. Elle l'emprisonne aussitôt, le condamne à 8 ans de prison, de réclusion en métropole et à l'exil pendant 15 ans. Voici ce que nous rapporte l'historien Jean-Marc Reynaud. Povana Opa paraissait le plus dangereux et le plus facile à écarter. Il commet l'erreur de se prononcer pour le non au référendum du 28 septembre 1958. Il n'est suivi que par 33% de l'électorat qui jusque-là, depuis 10 ans, lui a accordé largement les suffrages. Poussé au bout par ses adversaires et par le gouvernement, il prononce vraisemblablement d'imprudentes paroles que les autorités ont vite interprétées comme une incitation à l'incendie de la ville de Papeete. Arrêté selon la procédure du flagrant délit, il est emprisonné, jugé et condamné à 8 ans de réclusion en métropole et à 15 ans d'interdiction de séjour. Povana était un métis, fervent défenseur du droit des Tahitiens. Pourtant, gaulliste et combattant de la Seconde Guerre mondiale, Povana se retrouve impliqué malgré lui dans la géopolitique insulaire en 1958 et devient un homme politique gênant pour le gouvernement central. Il se passe pratiquement la même chose en Nouvelle-Calédonie. Un parti domine la vie politique à partir de 1956, c'est l'Union calédonienne, fondée par Maurice Lenormand, député d'origine européenne depuis 1951. Ce parti est issu d'un accord entre le cartel des syndicats d'armes en laine, exclusivement européens, et de 2 partis kanaks formés par des religieux voulant contrôler le communisme qui trouvait une audience dans les tribus. Louis Callot d'obédience catholique et l'AICLF d'obédience protestante. L'Union calédonienne est un parti pluriethnique qui devient très vite le pilier de la vie politique calédonienne et du développement kanak. Maurice Lenormand est réélu député en 1956.